Les professions du chiffre et du droit ont relevé le défi du numérique. Nouveaux enjeux, nouvelles formes d'exercice, nouveaux contentieux. Qu'est-ce qu'être avocat ou huissier de justice aujourd'hui et demain, à l'ère du digital? C'est le thème de notre table ronde du jour. Et pour répondre à cette question, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Maître Clarisse Bérébi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate au barreau de Paris et présidente de la commission Nouvelles Technologies au Conseil national des barreaux. Exactement. À vos côtés, Maître Jean-François Bovin, huissier de justice, vice-président de la Chambre nationale des huissiers de justice et président de l'association Droit électronique et communication, l'ADEC. Bienvenue. Bonjour. Je vais commencer avec vous, Maître Bérébi. Pouvez-vous nous dire quels sont les grands enjeux actuels de la profession quand il s'agit de numérique ? Effectivement, le numérique est un enjeu en soi pour la profession. Les technologies de l'information et de la communication ont profondément modifié l'exercice quotidien de l'avocat et ont instillé une notion de temps réel qui n'existait pas autrefois. Ça a surtout modifié l'approche des clients par rapport à d'autres professions et par rapport à leurs besoins juridiques. Donc l'avocat doit modifier ses pratiques, doit modifier son mode d'information, son mode de communication et son mode de travail effectif au quotidien dans la profession. Justement, la profession s'est dotée d'un réseau virtuel et privé, le RPVA. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les objectifs de ce réseau et comment est-ce que cela a été perçu dans la profession ? Évidemment, ça a été au départ relativement difficile puisque du jour au lendemain, la dématérialisation qui aujourd'hui clairement n'est pas un choix, n'est pas une option, mais une nécessité écologique, une nécessité économique, une nécessité à beaucoup d'égards, évidemment compte tenu des flux qui sont échangés aujourd'hui. Donc la dématérialisation a été prise de façon un peu compliquée, elle a été un peu imposée. Donc on s'est mis à jour, on s'est adapté, on a mis en place un outil qui naturellement a mis du temps à démarrer. La bonne nouvelle, c'est que c'est un succès. On a 30 000 avocats qui sont connectés à notre plateforme RPVA et aujourd'hui, ça fonctionne. Alors évidemment, idéalement, on n'est pas encore dans une situation que tous les confrères espéraient. Mais nous avançons de façon extrêmement intéressante. Nous avons fait 99% du chemin. Alors le 1% va être difficile à parcourir, mais on va relever les manches et les confrères ont relevé le défi, donc à mon sens, ça se passera bien. Et l'objectif, c'est d'avoir 100% de la profession équipée d'ici 2-3 ans à peu près ? Alors il y a deux objectifs. Le premier, c'est de faire en sorte déjà que 100% de la procédure soit dématérialisée, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, puisqu'on a avancé par morceaux, et c'est toute la complication. C'est qu'aujourd'hui, il y a une partie qui est dématérialisée et une partie qui ne l'est pas. Bon, d'ailleurs, c'est un sujet dont on pourra débattre avec les huissiers de justice. Donc, c'est la problématique aujourd'hui qui se pose. Donc, objectif numéro 1, sur la procédure en elle-même, faire en sorte que 100% de la procédure soit dématérialisée. Le deuxième objectif, naturellement, c'est de faire en sorte que l'ensemble des avocats de France soient connectés à la plateforme et puissent, grâce à leurs clés et leur identification personnelle, avoir un accès reconnu qui leur permet d'accéder à la plateforme. Alors, pour ceux qui exercent le judiciaire, naturellement, c'est quasiment déjà fait. Ceux qui ne l'exercent pas, naturellement, c'est de leur permettre des services complémentaires, et notamment le coffre-fort électronique pour l'acte d'avocat, etc., etc. Donc, on va avancer les services sur ces questions. Très bien. Maître Bovin, même question, j'imagine que le numérique, c'est un grand sujet de discussion au sein de votre profession. Effectivement, c'est un sujet essentiel. Comme l'a rappelé Maître Bérébi, c'est une notion obligatoire aujourd'hui, incontournable. Il est absolument obligatoire pour tous les professionnels du droit de s'inscrire dans cette dimension numérique parce que la communication aujourd'hui est numérique. Les juges de justice tiennent à tenir leur place dans cette communication numérique, électronique, et ils veulent demeurer un acteur essentiel du monde judiciaire numérique, électronique, à travers différents outils, mais également développer l'ensemble de leurs prérogatives qui existent déjà sous forme matérielle, papier, de façon électronique. Évidemment, je citerai la signification des actes de justice, qui est une part importante de notre activité, qui s'est fait de tout temps, depuis de façon immémoriale, de façon papier, sur un support papier, et qui aujourd'hui, nous avons la possibilité de développer cette notion d'acte numérique pour signifier nos actes. Alors, c'est évidemment entre nous, puisque aujourd'hui la communication, c'est également de mettre en œuvre nos propres activités de façon numérique, mais c'est également aussi ce qui est essentiel, c'est de pouvoir communiquer entre professionnels du droit de façon sécurisée, de façon électronique également. Ce qu'on appelle l'interopérabilité des systèmes. Un réseau privé que vous avez créé aussi ?
Absolument. Donc nous avons RPSH. nous-mêmes notre réseau privé sécurisé huissier, le RPSH, qui est notre réseau sécurisé pour communiquer bien évidemment entre nous, huissiers de justice, mais également avec d'autres acteurs, et bien évidemment les avocats ou d'autres acteurs comme les experts comptables ou les notaires, ou bien évidemment les juridictions, parce que nous avons oublié de citer le troisième acteur qui est l'essentiel, c'est le RPVJ, puisque c'est le réseau privé justice, voilà, avec lequel les avocats sont en connexion aujourd'hui à travers le RPVA. Nous souhaitons obtenir également à travers le RPSH cette interconnexion avec le RPVJ. Et le RPSH a été créé à cette fin également. Si on parle maintenant de l'avenir de vos deux professions avec le numérique, on peut évidemment penser aux nouvelles formes d'exercice. Pour les avocats, comment est-ce que ça va se traduire? On parle de cabinet virtuel. Oui, je pense que c'est déjà pour certains une réalité quotidienne. Il est évident, il y a plusieurs problèmes. Il y a effectivement le problème de cette nouvelle génération qui émerge, qui sont nombreux, qui ont du mal aussi peut-être quelquefois à trouver des cabinets pour travailler, donc qui ont fait un choix d'un cabinet extrêmement léger et donc virtuel, qui néanmoins existe sur le plan pratique. Donc nous, on doit prendre en compte en tant qu'institution. Donc ça, c'est le premier point. Et puis il y a le second point qui est un point important et qui ne peut pas être tenu à l'écart, qui est l'importante féminisation de la profession et qui fait qu'effectivement, on a beaucoup de femmes qui travaillent différemment. C'est important parce que ça rentre en ligne de compte dans notre approche. Donc le cabinet virtuel est une réalité aujourd'hui. Il y a de plus en plus de gens qui travaillent comme ça, qui ont des sites internet fournis, qui permettent aux utilisateurs, aux usagers du droit d'avoir un avocat différent, un avocat qui n'a pas de bureau effectif. Donc aujourd'hui, on a encore cette problématique de domiciliation importante. Donc on le résout, notamment dans les grands barreaux comme Paris et dans les barreaux un peu plus petits. Donc on le résout parce qu'effectivement, il faut quand même que notre déontologie soit la colonne vertébrale absolument de ces cabinets virtuels. Et s'ils sont virtuels, l'avocat, lui, existe bien. Et l'avocat et sa déontologie existent bien. C'est la question que je vais poser justement sur la déontologie. C'est là où le numérique change un peu la donne? Ça change la donne, oui et non. En ce sens que la déontologie a toujours été la colonne vertébrale de la profession. Elle l'est d'autant plus dans un univers dérégulé, où effectivement, ce qui va nous différencier des non réglementés et des professions qui n'ont pas notre déontologie, c'est cette déontologie et cette approche différente de la profession et toutes les règles déontologiques, que ce soit les principes essentiels ou même nos règles techniques, entre nous et avec les autres professionnels réglementés. Évidemment, c'est ce qui fera notre différence, c'est ce qui fera aussi, quelque part, notre avantage concurrentiel. Bien sûr. Vous êtes d'ailleurs alliés, les huissiers, les avocats, contre ce qu'on appelle les pirates du droit. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, maître Bovin? Oui, effectivement, nous avons des périmètres des champs d'activité et des activités tout simplement qui nous sont réservées, sur lesquelles nous avons une compétence qui nous est reconnue, parce que pour différentes raisons, parce que nous avons un niveau de connaissance, de diplôme qui sécurise le consommateur qui a recours à ce type de prestataire. Et donc effectivement, nous devons lutter contre ces pratiques qui visent à braconner certaines activités qui sont autour du droit. Et nous associons pleinement, donc, et tout particulièrement Chambre de Paris, qui a signé un partenariat avec le barreau de Paris, de voir, sur la lutte contre les braconniers du droit. Bien aujourd'hui, effectivement, comme je me plais à le rappeler, les périmètres de compétences, les champs d'activité de chaque professionnel est moins défini, moins clair qu'il ne l'était il y a 30 ou 40 ans. C'est vrai que les champs de compétences des avocats, des notaires, des huissiers de justice, des experts comptables semblent moins nets et qu'ils l'étaient il y a 40 ans. Et donc aujourd'hui, il est clair de circonscrire et de protéger chaque profession pour que chacun puisse agir dans son périmètre de compétences. Très bien. Dernière thématique de cette table ronde, les réseaux sociaux. Alors Maître Berrieux, vous êtes très présent, Google+, Facebook, Twitter. Est-ce que c'est très important pour un avocat de nos jours de veiller à son image numérique ? Alors, la problématique de l'identité numérique, pour moi, n'est plus également une question de choix, mais aussi une question d'obligation. Si vous n'investissez pas votre identité numérique, le monde numérique vous l'emprunte. Donc ça, c'est un vrai problème. Aujourd'hui, l'identité numérique doit être investie par la personne qui en est titulaire. C'est fondamental. Si vous tapez, par exemple, sur Google le nom d'une personne qui n'a pas
investit lui-même son identité numérique, vous constatez que tout un tas d'annuaires s'est permis d'utiliser son nom pour le mettre sur des spécialités, notamment dans votre profession, sur lesquelles il n'est pas du tout. Bon, donc ça c'est le premier point. Si vous n'investissez pas vous-même votre identité numérique, elle est squattée. Bon. Donc ça c'est un premier point. Deuxième point, quelle personne aujourd'hui va voir un professionnel sans d'abord taper son nom sur Google? Donc ça devient de plus en plus fréquent. Donc ça c'est le deuxième point. On est googlisé comme on dit. Donc à partir de ce moment-là, il faut que les 5, 6, enfin du moins la première page Google nous appartienne. C'est-à-dire qu'on a décidé ce qui apparaissait sur cette première page Google. Donc à mon sens, investir sur une identité numérique n'est plus un luxe. C'est une nécessité dans nos professions parce que effectivement les gens s'informent. Alors après, évidemment, on peut aller plus loin. On peut avoir des ambitions, ça c'est libre par contre, et puis après on peut y trouver un certain plaisir, mais là… Ça c'est libre à chacun. Quelles sont les opportunités et les risques justement des réseaux sociaux pour chaque profession? Alors, pour les huissiers de justice, les enjeux sont certainement moins importants que pour les avocats. Nous avons Vous êtes moins présent sur Twitter par exemple, oui, absolument, 8 sur 3000… Oui, quelques comptes Twitter sur voilà. 3200 professionnels, donc c'est relativement marginal. Pour des raisons qui sont aussi liées à notre culture et notre déontologie, qui font que nous ne pouvons pas avoir de communication individuelle, en ce qui nous concerne. Nous n'avons pas vocation à nous montrer pour faire connaître notre savoir-faire. La communication chez nous est exclusivement collective, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'institution qui communique pour les professionnels. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes très vigilants sur ce type de compte Twitter et sur les informations qui sont divulguées et diffusées. Bon, alors évidemment sur les sites internet sur lesquels nous exerçons une forme de contrôle pour conserver cette neutralité et cette égalité entre tous les professionnels. Parce que nous n'avons pas non plus, pour ce qui nous concerne pas encore, peut-être un jour, la possibilité d'afficher des spécialités, comme aujourd'hui les avocats ont la possibilité de le faire. Donc nous sommes uniformes dans la communication. Donc nous c'est très réglementé. Il y a une compétence peut-être aussi territoriale qui… Également. Alors oui, ça c'est une spécificité pour ce qui nous concerne, d'avoir une compétence territoriale qui est circonscrite tout au moins pour nos prérogatives exclusives. Nos compétences exclusives sont limitées au tribunal de grande instance. Donc effectivement, nous n'avons pas vocation à diffuser individuellement au-delà de ce périmètre. Très concrètement, vous, est-ce que les réseaux sociaux, ça vous a permis d'obtenir de nouveaux marchés ou en tout cas d'avoir des meilleurs rapports avec les clients? Oui, incontestablement, et à titre personnel, les réseaux sociaux ont été un atout majeur dans mon exercice pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a une existence qui ne s'interrompt pas puisque l'avatar continue de vivre au-delà de nous-mêmes, donc ça c'est assez intéressant. Et ensuite, il crée une dynamique en fait, une nouvelle approche de la communication, de l'information et du travail en lui-même. Et donc, il m'a apporté énormément. Il m'a apporté d'abord vis-à-vis des collaborateurs qui ont rejoint le cabinet, qui ont une approche très différente du cabinet dans lequel j'exerce, puisqu'ils voient que j'ai des sensibilités. Donc les jeunes qui eux-mêmes sont très introduits dans ces réseaux approchent mon cabinet différemment. Donc déjà, c'est très important pour moi en termes de recrutement. Ensuite, deuxième point, vis-à-vis de mes clients, naturellement, qui d'abord sont souvent assez contents de trouver des informations me concernant, qui ne sont pas forcément des informations que j'ai moi-même indiquées, mais qui sont données par les autres. Donc ça aussi, c'est important. Et le troisième point, évidemment, c'est le réseau en lui-même. C'est-à-dire que je suis invitée à des événements, j'ai l'occasion de rencontrer des gens à l'intérieur de ce réseau. Donc bon, moi, je suis allée beaucoup plus loin dans l'utilisation des réseaux sociaux. Donc moi, dans mon quotidien, c'est aujourd'hui une réalité. Je pourrais difficilement faire autrement. Ça fait partie de mon réseau, comme d'autres ont des réseaux. Voilà, c'est un réseau. Dernière question en une phrase. Qu'est-ce que pour vous un professionnel digital? On va commencer par Maître Beauvin. J'aime développer une idée qui, à mon sens, sera le vecteur de développement de la profession dans un proche avenir, je souhaite. C'est celle de tiers de confiance. Je veux dire qu'aujourd'hui, la profession se positionne sur cette notion et à cette notion de tiers de confiance que l'on souhaite développer de plus en plus. Et il existe effectivement 3 mots que l'on peut utiliser, c'est neutre, pérenne, légitime. Voilà. Et ceci dans le cadre du professionnel digital. Même question. Pour moi, je crois que le digital a apporté, au-delà des outils, une véritable culture différente, une approche différente du droit, une approche différente des marchés, une approche différente des usagers du droit, une approche différente du monde juridique en général. Donc pour moi,
Ce qui va différencier un professionnel digital, c'est véritablement sa responsabilité sur les réseaux, sa responsabilité vis-à-vis de sa profession, donc notamment sa déontologie. Donc la déontologie, qui semble être une matière un peu archaïque, est ce qui va nous différencier dans le monde digital. Parce que la culture digitale, en fait, implique une colonne vertébrale plus forte. La dérégulation du monde digital implique une structure plus solide. Et je pense que c'est ça, en fait, qui fera la différence. Très bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci.